Et demain, que mangerons-nous ? Pour le savoir, il faut pousser la porte des laboratoires qui, nombreux en Bourgogne-Franche-Comté, planchent sur l'alimentation du futur. À l'avenir, notre nourriture devra davantage prendre en compte le réchauffement climatique, bien sûr, mais aussi l'augmentation de la population mondiale. Nous sommes désormais plus de 8 milliards d'êtres humains sur Terre et autant de bouches à nourrir. De la recherche à l'assiette, le reportage est signé Fabienne Acosta, Alexis Villoin et Sylvain Bouillot. Soja, lupin, lentilles, pois chiches, vesses ou fenugrec. Retenez bien ces noms, car d'ici 2050, ces légumineuses prendront une part importante dans notre alimentation. Mardi, les P3, donc ça a l'air d'être pas mal. Donc aujourd'hui, j'attaque les P4, P5 et P7. Jusqu'en 1950, les Européens consommaient 18 kilos de légumineuses par an et par habitant. Puis on les a mises de côté, au profit notamment de la viande rouge. À l'INRAE, l'Institut de recherche publique de Dijon, on travaille pour les réhabiliter. Donc là, on est dans une équipe d'écophysiologie. On a des scientifiques, ça va de l'ingénieur d'études au chercheur, au directeur de recherche. Donc chacun a son domaine d'expertise, mais ensemble, on essaie de répondre à une question donnée. Tout à l'heure. Ici, c'est une certitude. Ce sont les légumineuses qui viendront un jour compenser la protéine animale dans nos assiettes. La racine, la graine, la teneur en sucre ou encore le rendement, les travaux menés occupent l'INRAE depuis près de 15 ans. Les chercheurs ont largement démontré leur forte teneur en protéines et leur culture possible sans engrais. Mais il reste encore quelques observations à mener, notamment sur cette plante méconnue, la févrole. Les févroles, elles ont la capacité de s'associer à des bactéries qu'on voit ici sur les racines, qui sont nommées des nodosités. Et c'est au sein de ces petites boules, justement, que ces bactéries vont permettre d'apporter de l'azote à la févrole ou à n'importe quelle légumineuse, Et ce qui rend la légumineuse quelque chose de très intéressant parce qu'elles n'ont pas besoin d'apport d'engrais azotés pour leur bon développement. Dans une autre salle, Corentin fait, lui, de la recherche informatique. Son rôle, c'est de comprendre quelle légumineuse est la plus prometteuse face à la hausse des températures. Le pois, par exemple, qui est très cultivé en France, lui, on voit qu'il commence à disparaître justement à cause du réchauffement climatique, alors que le soja, donc, qui est une plante importée, elle ne va pas avoir les bonnes bactéries. Et en fait, les sélectionneurs, plus tard, ils pourront se baser sur nos travaux pour avoir un soja qui sera le plus productif possible dans des conditions climatiques défavorables. Chez Cerelab, les travaux ne se concentrent que sur une légumineuse, le pois jaune, qui a déjà été transformé en farine. Laurine s'en sert comme un ingrédient qu'elle incorpore dans un gâteau sucré, le petit nous, qui cible le grand public. Alors il faut faire bouger les choses, les légumineuses, c'est pas facile à consommer brut. Donc en l'intégrant dans un petit gâteau gourmand, ça peut permettre d'aider les consommateurs et les citoyens à augmenter leur consommation en effet. Il faut regarder en fait la texture intérieure, vérifier que c'est bien moelleux. La couleur aussi, elle doit être avenante, assez dorée sur le dessus. Et le goût, bien sûr, parce qu'un gâteau doit être bon. Et pour l'instant, le goût du pois est encore trop marqué. Le travail de recherche et développement de Laurine va se poursuivre, y compris pour d'autres préparations. Mais dans la partie laboratoire, les farines de légumineuses n'ont pas encore réuni tous les critères. Alors nous, on a déjà fait des tests sur des crackers apéritifs, donc assez croustillants. On a intégré des farines de légumineuses dedans. On peut également faire des essais sur la panification. Après, on est sur une farine qui n'a pas de gluten, donc ça peut être un peu plus problématique sur tout ce qui est formulation de pain. Il faut recommencer, il faut trouver vraiment la bonne recette pour pouvoir répondre aux envies de plus grand nombre de consommateurs. Mais après, c'est notre métier, donc on est patient. 8 milliards d'humains sur Terre aujourd'hui, 10 milliards d'ici 2050. Il faut vite trouver de la nourriture pour tout le monde, mais ce sera à nous d'adapter notre façon de manger. Il ne faut pas perdre l'aspect plaisir, évidemment, de l'alimentation qui est clé. Donc c'est vraiment des stratégies de couplage presque nutritionnel entre les produits carnés,
qui restent fondamentaux d'un point de vue nutritionnel, mais aussi d'un point de vue plaisir pour beaucoup de personnes, et de coupler ça avec d'autres sources de protéines, d'autres sources de nutriments qui sont tout aussi indispensables. Sur le campus, cette chercheuse vietnamienne travaille aussi sur les légumineuses. Son objectif, modifier naturellement leur goût à partir de ferments. Les micro-organismes que nous avons récupérés des végétaux, nous étalons sur boîte. Et une fois que nous avons une colonie, on pique et on met dans à fermenter des légumineuses. Pendant ces 2 années de post-doctorat, Oon doit démontrer qu'il est possible de camoufler totalement les notes vertes de ces légumineuses pour qu'elles soient transformées et donc consommées plus facilement. Donc par la fermentation, les micro-organismes sont capables de dégrader ces notes vertes et aussi de création de nouveaux arômes intéressants comme par exemple l'arôme beurre, laitier, yaourt ou en purée, en fromage tartinable. Hop là. Les ferments. Voici précisément le point sur lequel la recherche avance vite. Bien sur la pétillance. Valentin travaille pour une start-up qui vient de mettre au point des boissons fruitées naturellement enrichies à partir de ces ferments. Mais oui, je suis d'accord avec toi, elles sont quand même nettement moins sucrées que ce qu'on a pu avoir sur d'autres tests. Là, c'est de la recherche vraiment appliquée, c'est-à-dire qu'on va utiliser des propriétés connues des micro-organismes pour façonner un produit. Il y a moins de recherche fondamentale sur le fonctionnement du micro-organisme en tant que tel dans le produit. Donc forcément, il y a déjà plein d'informations qu'on a et on va aller sélectionner en effet une gamme de ferments potentiellement intéressants. Et oui, on a une ambition, une grande ambition. On a envie d'être le Coca de demain. On a envie de proposer une boisson qui va être bonne au goût, donc qui va nous faire plaisir, en même temps qui va être très intéressante pour notre santé. Ananas mangue, myrtille banane, le produit est novateur et pour l'instant unique sur le marché. Ces boissons sont vendues principalement sur Internet, mais la start-up a déjà réussi à entrouvrir la porte de la grande distribution. Un steak pur bœuf que vous allez comparer avec un steak dit moelleux. Chez AgroDijon, on s'intéresse aussi à la grande distribution. Pour faire avancer la recherche, ici, on analyse les produits déjà existants en rayon. Les échantillons pur bœuf bien cuits sont prêts. Cette classe de 2e année doit mesurer la tendreté de la viande et comparer les caractéristiques de chaque steak. Ces manipulations seront les mêmes en entreprise lorsqu'ils seront devenus ingénieurs agroalimentaires. Est-ce qu'on est actuellement capable, et est-ce qu'il va falloir encore qu'on travaille dessus pour la recherche, d'arriver à reproduire des steaks végétaux qui vont se rapprocher des steaks animaux d'un point de vue texture comme d'un point de vue sensoriel. On peut voir par exemple qu'un steak végétal il est beaucoup plus rouge qu'un steak pur bœuf qui va plutôt être de couleur marron et va même plus s'émietter. On peut voir qu'un steak de pur bœuf il est assez quand même rigide, alors que contrairement à un analogue, donc avec que des produits végétaux, on voit vraiment qu'il s'émiette et qu'il n'a pas du tout la même texture. Donc c'est ce qu'on va retrouver en bouche, vraiment quelque chose de différent entre un produit végétal et un produit animal. En fonction aussi du type de cuisson que vous avez fait. En 3e année, ces étudiants vont aussi travailler avec des algues et des insectes. Rien de saugrenu, puisque l'avenir se joue aussi avec ces protéines. Du coup, c'est toujours en français là ? Nous voici à Dole, dans un élevage du futur, le seul de notre région, avec des insectes par milliards. C'est un lieu qui fait 15 mètres de haut, on y stocke environ 1100 palettes, soit environ un peu plus de 6000 bacs de ce type-là, où on va retrouver notre insecte, le scarabée. Aujourd'hui, il y a 4 insectes sur les millions qui existent, qui sont autorisés à l'exploitation. Le grillon, le criquet, la mouche et le scarabée. Le choix technologique qu'on a fait du scarabée, c'est parce que c'est le plus simple à contenir. C'est un animal qui vit en groupe, qui vit dans la pénombre. Donc en termes d'économie d'énergie et d'impact écologique, de la même manière, c'est un impact extrêmement bon pour nous, puisque l'objectif de l'entreprise, c'est d'être à un impact zéro carbone. Au bout de 6 à 10 semaines, les larves pondues par les scarabées sont ébouillantées par de la vapeur d'eau. Un procédé de transformation qui permet ensuite d'obtenir une farine d'insectes et une huile, toutes deux très riches en protéines,
à destination de l'alimentation animale. Ça va être transformé en croquettes pour chat, pour chien. L'huile va être utilisée comme forme d'appétence, c'est-à-dire coulée par-dessus, avec une préfiguration qui demain nous amènera à le faire pour la nourriture pour l'homme. Ça sera incorporé dans des barres de céréales, dans des compléments alimentaires. On pourra en faire des gâteaux. Enfin voilà, ce sera libre aux intégrateurs d'en faire le produit qu'ils souhaitent. Dès l'année 2023, la réglementation pourrait bouger et autoriser la consommation d'insectes dans l'alimentation humaine. Ici à Dole, tout est prêt. Mais nous, le sommes-nous vraiment ?